les années 40, au United States of USA, Bradley Cooper est possiblement un menteur. Il se ferait passer pour le professeur Xavier, capable de lire dans les pensées. Qu'à cela ne tienne, pour lui tirer les vers du nez, des hommes baraqués vont alors faire appel au cousin d'El Calculator, El Detector, qui n'est autre qu'un polygraphe. Oui, c'est le nom scientifique pour détecteur de mensonges. À partir de là, les souvenirs surgissent en flashback. Avant d'en arriver là, Bradley a fait l'école de la rue et aussi celle du cirque. Il y a rencontré une bande de freaks à la American Horror Story. Une femme poilue, commerciale chez Tesla, Major Mosquito, un petit rappeur qui fait de la drill, Bruno, l'homme le plus fort du monde, mais vous connaissez la chanson. Ne parlons pas de Bruno, non, non. Donc ne parlons pas de lui. Bref, parmi tous ces monstres de foire, il y a surtout rencontré Dumbledore version coupe de feu. Ce sera auprès de ce dernier qu'il apprendra ses entourloupes de faux médiums mentalistes. S'ouvrit alors à lui la voie du succès vers les plus beaux théâtres de la ville, jusqu'à l'arrivée de Cate Blanchett, une autre mentaliste élevée aux magouilles foraines pour faire du blé. Naît alors une sombre idée. À eux deux, monter la Team Racket pour jouer de mauvais tours. Ça marchera un temps, mais de mauvais tour en mauvais tour, eh bien on flirte avec le diable et on se retrouve entouré par 4 gorilles attachés au cousin d'El Calculator. Il en va ainsi pour tous ceux qui empruntent l'allée des embrouilles. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier film de Guillermo del Toro dans l'épisode 74. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Nos avis et ceux de la presse, c'est parti pour le match retour de Nightmare Alley. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Nightmare Alley, le dernier film de Guillaume Leboeuf, version française, Guillermo del Toro. Le Toro, ça n'existe pas en français. C'était la petite case dédiée. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa bande-annonce, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de monstres de foire des années 40. Autour de la table, Clément, qui rappelez-vous, c'est était moi, Mickey House. Mickey House. Voilà, un monstre très très monstrueux aujourd'hui dans l'industrie du cinéma. Johanna, la femme aux 4 mentons. Eh, t'as pas payé pour voir mon 3e sein. Hein. Personne ne veut après. Je pense qu'après le 4e menton, Les mentons, oui, mais bon. Et de nouveau venus dans notre team de freaks, ils sont de retour après avoir affronté un monstrueux Covid. Oui. Nos siamois. Oui, je m'appelle U, elle s'appelle U. Nous sommes les UU. On est collés. On est collés. Ah, ok, d'accord, une blague de papeterie. Yeah. Et de handicap. Et un autre monstre qu'on n'avait pas vu depuis bien longtemps, mais c'est parce qu'il était en tournée internationale dans tous les cirques de Navarre et de France. Erwan. Un peu de Belgique aussi. Erwan is back. Oui, bonjour. Ouais, tu fais quoi toi dans la je suis Elephant Man. Une énorme trompe. N'hésitez pas à venir la voir. Non mais on la voit, c'est ton nom. Ah, tu nous Interdit aux enfants. J'aurais adoré que tu dises je suis comptable. Oh merde, c'était mieux. Ah, je suis le comptable de la team. Mais qui a une énorme trompe. Bon, on va se lancer tout de suite dans le match retour de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Je pense que je l'ai déjà assez répété depuis le début. Mais avant toute chose, on va vous dire où est-ce qu'on se situe en termes de spoil, pour peut-être les oreilles un peu craintives. Ne vous inquiétez pas, on va pas tout vous spoiler, mais on va vous dire précisément à quel taux on est grâce à notre ordinateur. Salut El Calculator. Salut les oreilles craintives. Alors, salut. Où est-ce qu'on est pour Nightmare Alley? Nightmare Alley, nous allons le spoiler à hauteur de 55%. Donc voilà. Non mais en tout cas maintenant vous savez, si vous avez vu le film, vous pouvez être serein de façon de toute manière. Voilà. Si vous l'avez pas vu, on va pas tout vous dire. Let's go. Allez. On va y aller, mais avant toute chose, il va falloir qu'on résume l'histoire. Oh. Et oui. Et grâce à la roue de la fortune. Ouais, ça fait longtemps que c'est pas venu. Ça fait longtemps qu'il est pas venu. Il était là à l'époque de Philippe Risoli et tout quoi. Grâce à la roue de la chance. La roue de la chance, c'est parti. Romain. C'est pas trop dur à résumer. Non, surtout que je l'ai vu aujourd'hui même où on enregistre. Donc ouais. Écoute, j'aurais aimé que ce soit Erwan, ça fait longtemps. Mais non. Erwan. La roue de la chance a voulu que ce soit moi, le pur destin du hasard. Alors,
Nightmare Alley, tout commence, un beau soir d'hiver, pas du tout. Nightmare Alley commence sur le film s'ouvre sur Bradley Cooper qui dit un peu au revoir à son passé en foutant littéralement le feu à son passé, si on peut dire ça comme ça, et qui finit par prendre un bus qui le mène un peu vers nulle part. Arrivé au terminus de ce bus, il se retrouve dans une ville, un vieux patelin totalement perdu, sous la pluie, dans la boue. Et il déambule dans un cirque où il y a tout plein de tas de monstres de foire notamment et d'autres attractions. Mais c'est là où ce qui l'interpelle le plus son regard, ce sont justement ces personnes-là, ces forains qui vivent en famille avec tous ces monstres de foire. Donc il y a la femme électrique, il y a l'homme le plus fort du monde. Enfin vous connaissez un peu les images qui sont rattachées à cet univers-là. Et il va finir par se faire embaucher parce que c'est quand même un bon gars, le Bradley Cooper. Et il va tomber amoureux de la femme électrique qui n'est autre que Rooney Mara. Entre-temps aussi, il aura fait connaissance de Toni Collette et son mari Pete, qui eux sont les télépathes un peu de la bande. Mais attention, aucune personne n'a de pouvoir, hein, tout n'est que fourberie, évidemment. Et ils tiennent un bain-douche aussi, t'as oublié de dire. Attrape-Lego, oui c'est vrai qu'ils tiennent un bain-douche, ouais. D'ailleurs, ils se rencontrent dans un bain, il vient lui payer 10 cents le bain. C'est un peu comme ça qu'ils se rencontrent, Toni Collette et lui. Et il va surtout apprendre beaucoup de son mari Pete, qui est un ancien mentaliste, télépathe, qui a développé une technique qui va... Télépite. Un télépite, oh. Et du coup, il va lui transmettre un peu le... C'est pour te faire plaisir. Hein, Quelqu'un t'a méprisé autour de ça. J'ai failli roller. Et voilà, et puis du coup, il va prendre un peu la relève... du coup, il va pouvoir partir avec Rooney Mara, donc la femme électrique, suivre son propre chemin de mentaliste, télépathe, arnaqueur, hein, parce que ce n'est rien d'autre que de l'arnaque. Il va accéder évidemment au plus grand théâtre de la ville, donc fini les vieux patelins sous la pluie, dans la boue et tout, c'est fini ces conditions-là. Maintenant, c'est chambre de luxe, hôtel privé, caviar et compagnie. Bref, la belle vie, jusqu'à l'arrivée de Cate Blanchett, qui n'est autre qu'une psychologue, qui va évidemment... vite comprendre que tout ça n'est qu'arnaque et qui va lui proposer un deal pour se faire un peu plus de blé, mais tout ça n'est pas sans risque. Voilà. Quel suspense. Le reste des 45% dans le film. T'es trop meilleur. Alors, on va pas trop spoiler, et le calculateur nous a donné le taux de spoil. J'ai pas envie 55. 55 apparemment, donc bon. Très bien maintenant, résumé. il part plus comme ça, le calculateur. Ah merde. Voilà. Tu lui as J'aurais fait pas peur. dû. Il est automatisé maintenant. Il a fui. Il a fui comme un Pokémon Shiny. Le calculateur, au revoir. Oui, au revoir. C'était pas toi que je voulais parler. On va se lancer dans... Je te réponds pas. dans la rubrique du douille ou pas douille pour comparer la BA au film et voir si on s'est pas fait entièrement douiller par ce film. Let's go. Douille, pas douille. C'était une douille. Douille, pas douille. T'es pas une douille. Alors déjà, est-ce que mon histoire, est-ce que notre histoire qu'on s'était imaginée avec sa BA quand on s'était fait des films autour de la bande-annonce, est-ce qu'elle était plus ou moins proche de ce qu'on avait imaginé? Il n'y avait pas de FBI. Il n'y avait pas de FBI, mais sinon c'était à peu près ouais, ça. il y a la police quand même. Il y a la police, évidemment, il y a la police. Ouais, on voit une voiture à un moment. On était sur une histoire de flashback dans le flashback. Et en fait, moi, c'est un film qui est plutôt linéaire. Non, c'est linéaire. Ouais. Très linéaire. Par contre, est-ce que sa BA nous a douillé? Pour faire un peu le résumé de nos avis, si je me souviens bien, on était carrément bottés parce que, évidemment, le nom Guillermo del Toro prenait beaucoup de place aussi sur l'affiche, mais on était plutôt bottés par l'ambiance du film Freaks and Show. Qu'est-ce que ça donne, le douille ou pas douille? La comparaison BA-film, Kevin? Douille ou pas douille? Pour moi, c'est une petite douille. Parce que moi, j'étais pas là pour l'épisode BA, mais j'avais l'impression que ce serait plus Freak Show. Il faudrait que le Freak Show aurait plus d'importance, alors que finalement, c'est plus l'endroit un peu séminal quoi, qui va lancer l'intrigue, mais c'est pas le cœur de l'intrigue. Et j'ai un petit SDA aussi. Petit syndrome de l'atteinte. Un petit. Tu as été touché par le SDA en plus de Covid. Eh ben, dis donc. Sale semaine. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Erwan, douille ou pas douille? Bonne question. Je crois que je me situe entre 45 et 55% sur l'échelle de la douille. Je sais pas où... Je savais pas trop à quoi m'attendre et je sais pas trop où je suis après ce film. Ah si, c'est un peu une douille parce que je m'attendais quand même à suivre un héros alors que finalement... c'est un anti-héros. Donc je dirais mini douille semi-négative.
Oh, elle revient de loin. C'est Une douille M- déformante. Compliqué à comprendre. Une MDSN, douille semi-négative. C'est une N'a douille, jamais été classifiée divergente. jusque-là. La MDSN. D'accord, j'en prends note. Johanna, douille ou pas douille pour toi? Pas douille, j'étais mitigée et je reste mitigée. Ah, donc pas douille, on a quand même un pas douille. Clément? Ouais. Je dirais pas douille parce que c'est exactement l'ambiance à laquelle je m'attendais, brumeuse, obscure, etc. Mais j'ai souffert d'un nouveau syndrome dont je parlerai dans mon avis. Oh. Le SDB. Non, c'est un SDA mais d'un genre nouveau. Oh, incroyable. Je vous tease. Nouvelle découverte de SDA. C'est trop excitant. Et Clémence? Pas douille non plus, je suis un peu comme Johanna, c'est-à-dire que et comme Clément, c'est-à-dire que je voyais quand même bien l'ambiance avec la BA et j'étais un peu mitigée sur la BA, j'étais pas si hypée que ça même si c'était Guillermo del Toro. Ceci dit, je suis pas déçue par sa réalisation. Donc voilà, pour moi, il y a pas de douille en fait par rapport à mes attentes. D'accord. Et toi, Romain? Alors, moi. Quelle surprise. Moi, mon avis sur la BA, c'était que c'était une BA qui formellement ne me plaisait pas trop parce que je trouvais qu'elle laissait pas trop place au mystère. On avait imaginé, nous, des temporalités différentes et tout, en fait, pas du tout. Donc, je sais pas ce que j'aurais préféré. Hein. Mais en soi, le film, c'est vrai que comme il se déroule linéairement, je rejoins un peu Kevin sur les 50 premiers % du film que j'ai beaucoup apprécié. Et tout d'un coup, ça retombe. Donc, je sais pas si je suis dans le pas douille ou dans la douille positive. Je suis un peu mélangé, quoi. C'est un peu une douille positive de première partie de film, dans le sens où c'était mieux que la BA. C'était bien parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on voyait pas dans la BA et du coup on s'était un peu trompé, donc c'est bien de se tromper et d'être satisfait. Mais de l'autre côté, la deuxième partie du film, c'était un peu l'ennui à certains moments. Il y avait des petites fulgurances évidemment de Guillermo del Toresque, quoi, si tu préfères. Mais non, voilà, après, on va tout de suite rentrer dans les avis, mais j'ai trouvé le film très beau, hein, comme d'habitude. Son directeur photo fait le taf. C'est le même chef-op que La Forme de l'eau, Les Chines du Diable et tout, apparemment. C'est le même chef-op que La Forme de l'eau? Oui. Ok. Ah C'est oui, son bah oui. chef-op quasi historique, ouais. Oui, Mais ça se ressent vachement dans la lumière, quoi. T'as ce bleu qui lui est, je trouve, caractéristique à Guillermo del Toro. C'est une espèce de bleu d'aquarium, là, mais qui marche très bien dans les ambiances Chez du la coup, psy, nuit, ouais. un peu horreur et tout, chez la psy notamment. Du 132 chez Lee Filter. Oh, ça lâche les termes. Les termes techniques sont lâchés. C'était donc ça. Non, puis voilà, puis après, je vais pas rentrer dans les... Je pense que vous allez faire toute la psychologie un peu des personnages. En plus, c'est un film adapté, donc je pense qu'il y aura aussi beaucoup à comparer peut-être avec le roman et le film. Mais sinon, en soi, la musique a été vraiment bien. Je trouve qu'elle collait plutôt bien à l'ambiance. Les acteurs, ils font le taf. Ils font le taf. Ils sont pas transcendants, mais ils font On le est taf pour ce d'accord. qu'on leur demande. Voilà, et puis les effets visuels sont là aussi. Non, mais en vrai, voilà, je veux dire, j'ai passé un bon moment de cinéma. Je m'en suis pris plein les yeux. Après, voilà, petite déception sur le petit ventre mou et l'ennui qui s'ensuit, quoi. Est-ce que vous voulez plus développer peut-être pour Ah, pas je veux que bien les gens rebondir. disent. Vas-y. En fait, c'est surtout que j'avais déjà un peu senti par la BA que ça pouvait être bancal et j'ai trouvé le film bancal dans son histoire. Au niveau de la réelle, comme tu dis, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est quand même du Guillermo del Toro, c'est du grand cinéma. Il se débrouille trop bien, tout est beau, tout est bien orchestré et tout. Les acteurs sont bien dirigés. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment au niveau de l'histoire et de l'écriture. Alors du coup, ça pose la question de est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il adapte une histoire qui n'est pas de lui par rapport à La Forme de l'eau ou d'autres de ses films. Je me suis posé la question. Voilà, tu vois, tout de suite, je pense que c'est plus contraignant et du coup, la structure même du récit qui, moi, me déçoit un peu, c'est pas forcément dû que à lui. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. En fait, toute la première partie, quand il est dans la foire, Stanton, le héros, ben, c'est hyper mystérieux, hyper intriguant. Même lui, son personnage est ultra intriguant parce qu'on commence tout de suite en sachant qu'il a un passé un peu trouble et on a envie d'avoir des réponses. Et puis tous les gens qu'il rencontre, c'est pareil, par leur côté freaks, sont hyper... et leur mode de vie sont Puis très eux, ils vont pas intrigants. chercher dans le passé aussi. Donc il y a aussi Ouais. ce côté... Il y a un peu de la bienveillance, mais un peu bizarre et Oui, oui. étrange. En fait, on n'arrive pas à savoir s'il est bon ou pas, lui, parce qu'il vient pour trouver un job et il le trouve plus ou moins facilement. J'aimerais bien... Et- J'avoue, le mec, il débarque. 5 minutes après, il a un job, quoi. C'est macroniste, hein. Ah, tu sais porter des planches? Bah, Il a allez, hop. traversé la rue. Il a traversé la rue, simplement. ouais. Il a Notre président écouté le serait fier de lui. président. La vérité, Il c'est a vrai, écouté traversé la Macron. rue. Il a Bah, bien écouté sûr, Macron. ouais. simplement. Mais tu vois, en même temps, on a déjà l'impression au départ que lui, il fait ça de façon intéressée et qu'il va les douiller derrière, quoi. Et en même temps, ce qui est trop étrange, c'est qu'on le voit avoir des comportements plutôt bons et honnêtes humainement vis-à-vis de d'autres personnes qui sont plus opprimées. Et donc, il est très intéressant, le personnage de la première partie, et j'avais envie de voir où ça allait aller. Et justement, dès lors qu'on sait qu'il va prendre un peu des tours pour être
lire dans les esprits des gens, enfin faire croire qu'il lit dans les esprits des gens, on se dit jusqu'où il va aller, ça va être super intéressant en lien avec son passé et tout. Et après, effectivement, énorme déception dans l'histoire dès le moment où il part avec Rooney Mara et où il réussit. Et là, la deuxième partie, c'est vrai que je trouve qu'il y a des longueurs et je trouve que les personnages sont moins intéressants. Lui-même, le héros, je trouve qu'il se décomplexifie un peu, il devient très linéaire, en fait, le gars va trop loin, quoi. Ouais. Et puis voilà, le karma va le rattraper et on le sait et c'est comme ça. Et on se pose plus trop de questions et tout est un peu désamorcé, les questions par rapport à son passé, par rapport à son père et tout, voilà. Et puis j'ai pas très bien compris le personnage de Cate Blanchett, la psychologue, en fait. Je n'ai pas vraiment réussi à comprendre ses enjeux et ce qu'elle apportait. Si ce n'est des scènes typiques de film noir, en fait, la femme fatale. Par contre, c'est très hommage film noir et ça, je trouve ça très beau. Ouais. Erwan. Ça m'a fait beaucoup penser à, genre juste une aparté, tu sais, tous les Sin City. Ouais, c'est ça. Tu vois, ces films où en fait, t'as des scènes de femmes qui sont juste là et qui sont glaciales. Et bon, après, Cate Blanchett fait du Galadriel, c'est ce que je disais à Kevin juste avant, mais. Cate Blanchett fait du Galadriel. Ah mais c'est Galadriel quoi, c'est exactement la même. Bon bref, mais j'ai pas trop aimé Cate Blanchett dans ce film. Après plus ça va, plus mais je vois un peu ce que tu veux dire. Oui. La femme froide. C'est parce qu'elle est iconisée. Avec ouais, mais il y a femme fatale et femme fatale. Elle a pas, je trouve qu'elle manque de charisme. Mais non. Alors moi je trouve qu'elle joue pas très bien dans ce film, mais charisme, je suis pas d'accord. Charisme 100%. Ouais, c'est clair. Non, elle fait pas très bien charisme. C'est ce que on avait mal entendu. Oui. Par contre, j'ai quand même préféré le personnage de Rooney Mara pour le coup, et même Rooney Mara telle qu'elle l'a interprétée, j'ai trouvé plus intéressante. Et on nous donne pas grand chose sur son personnage, mais voilà, j'avais plus envie de m'accrocher à elle. Elle retransmet bien ce côté un peu effrayé, mais en même temps femme qui a des convictions. Oui, très pure mais caractérielle quoi. Non, je voulais faire une transition sur la transition, puisqu'en fait, moi, ce qui m'a choqué, finalement, c'est plus la transition, quoi. C'est qu'en fait, on comprend bien qu'il y a deux parties dans ce film. Et c'est en fait la première te crée un SDA, c'est peut-être ça d'ailleurs, non le SDA de la SDA j'ai souffert d'un SDA pendant le film. Et j'ai vécu exactement la même chose. Il a débunké ton SDA, c'est incroyable. Ça a eu un SDA. Mais tu es psychologue SDA live interne. Est-ce que tu enregistres nos sessions? Je suis mentaliste. C'est un SDA in situ. Elaborate, please. In utero. Non, mais je te laisserai parler un peu plus du SDA. D'accord, donc là je parle pas. Non, vas-y, si tu veux. Je plaisante. Non, c'est en gros, j'ai vécu aussi ce SDA et en fait, il y a une espèce de cassure et tout le reste. En fait, c'est les personnages sont très intéressants au début du film. Après, tu les revois plus. Et le reste des personnages est beaucoup moins intéressant. Ça devient très froid en fait, même dans la très lumière. Froid, ouais. Et puis en fait il y a des changements brutaux d'intrigue et puis de personnalité de personnages aussi. Oui. Je vais pas les préciser pour rester dans les 45%. Voilà, on connaît bien la fame. Tu pars, t'es un bon mec au départ et tu as la fame et tu deviens une merde. Quoi. C'est ça. Et en fait j'ai beaucoup pensé aussi au Prestige pendant que je l'ai regardé forcément parce que le milieu le veut un peu, le côté un peu foire, Tesla. Électricité. Oui, les voitures. Mais du coup, en fait, tout ce qui est génial dans le Prestige, c'est-à-dire l'évolution en fait des personnages et du coup des personnalités, en fait, tu l'as pas trop dans ce film parce que t'as la partie 1, la partie 2. Moi, je trouve le film un peu chair de poulesque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que je t'envoie sur ton avis Clément après. Attention si tu dis du mal de Chair de Poule. Non, j'adore Chair de Poule, mais vous voyez la série de Chair de Poule, la série surtout Chair de Poule, je trouve que ce film m'a fait penser un peu à un grand épisode de Chair de Poule où ça commence bien, t'as une bonne histoire et puis la fin, petit rebondissement, on tente un truc et tout, mais tu le vois venir de loin et donc du coup t'as pas la surprise. Je vois exactement ce que tu veux dire par là, c'est que j'y ai vu un côté un peu nouvelle. Même comme pourrait faire Stephen King, on se disait ça avec Kevin, mais pas dans ses meilleurs écrits, c'est-à-dire le truc qui finit un peu en eau de boudin pour les faits, tu vois, où tu dis oui, so what, qu'est-ce que ça m'a apporté imagine en plus si t'as un SDA in life pendant le film quoi. Oui, c'est ça, c'est que en termes de structure, t'as vraiment trois, il y a même 3 parties, je dirais, mais la troisième est très rapide. Et c'est un rise and fall. Donc après, la structure classique, moi, ça me dérange pas dans le sens où il adapte un film des années 40, 50, un livre même des années 40-50. Donc il aurait pu peut-être plus le réactualiser, notamment au niveau des persos féminins. Je trouve que les persos féminins ont quand même pas grand-chose à défendre à part la femme douce et la femme fatale et manipulatrice. Mais en fait, et la femme mentor. La femme mentor. Et ce qui est décevant, c'est qu'effectivement,
vraiment, dans cette première partie, moi, j'ai pas arrêté de me faire des films. Je me suis dit, attends, ça va aller où ça? Qu'est-ce qu'il va leur faire à cette bande de fêtes foraines, au mec de la foire et tout? Comment il va... Et en fait, on s'en fout un peu. Et la deuxième partie, c'est à New York, il a réussi. Et en fait, le problème, c'est que c'est un rise and fall, mais et le rise et le fall sont extrêmement rapides. C'est-à-dire qu'il galère pas vraiment pour franchir chaque étape et monter dans la société. On le voit pas vraiment, sa richesse, sa popularité, on la sent pas vraiment. Est-ce que c'est dû au tournage Covid? Je sais pas, je sais pas trop. Et le fall est très rapide aussi, il dégringole très vite et il tombe très bas. Et du coup, à la fin, tu t'en fous un peu. Même si je trouve que le dernier plan est extrêmement réussi et moi m'a un peu attrapé. Mais voilà, c'est en termes de structure, je trouve que c'est à la fois un peu attendu et un peu décevant, alors que effectivement avec ce point de départ, tu peux faire plein de choses. Moi, je me suis même dit à un moment donné, est-ce qu'il a vraiment des pouvoirs? Est-ce qu'il est vraiment doué de dons de médiumnité? Est-ce qu'il y a un côté fantastique comme ça? Le personnage de Cate Blanchett qui au début est très ambigu, tu dis qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle cherche? Bah en fait, bon, on va pas spoiler, mais c'est décevant, je trouve, ce qu'elle cherche, surtout qu'on comprend pas vraiment. Et voilà, il y a des tournants dans l'histoire qui sont pas ceux auxquels je m'attendais, mais qui sont pas non plus surprenants. Et du coup, c'est vrai que ça a fait une impression un peu mitigée au final, même si techniquement, je trouve que c'est très réussi. Qu'est-ce que tu as à dire à ça, toi, Kevin? Moi, je suis assez d'accord avec tout ça, et je trouve que c'est un peu, de souvenir de tout ce qu'il a fait, c'est la première fois que je trouve qu'un film de Del Toro narrativement est bancal. Parce que d'habitude, c'est vraiment un cinéaste de la narration claire, quoi. Ouais. C'est que la narration est très claire, ça coule tout seul, tu comprends tous les enjeux très simplement et puis tu te laisses porter par le récit. Et là, effectivement, tu sens que c'est pas hyper maîtrisé, mais en fait, moi, ce qui m'a plus intéressé dans le film, c'est plus le film dans la filmographie de Del Toro que le film en lui-même. C'est-à-dire que on est quand même sur un réalisateur qui est oscarisé depuis pas longtemps, qui a été oscarisé pour un film de monstre, ce sont des films qui sont pas oscarisés normalement, et on nous raconte l'histoire d'un homme qui fait semblant de faire apparaître des monstres à des gens, c'est un peu ça l'histoire de l'arnaque, quoi, et qui en gros est un peu puni pour ça parce qu'il fait le spook show, donc il fait ce que le public attend de lui finalement. Un perso qui crée l'illusion comme on crée l'illusion au cinéma. Et j'ai l'impression que ce film et que le fait de vouloir adapter cette histoire, enfin je sais pas, je trouve ça assez signifiant dans sa filmographie, quoi, d'être là, d'avoir eu son Oscar, d'avoir fait que des films de monstres où il montre tout le temps les créatures, où il est connu pour ça. Et là, les monstres c'est les gens. Voilà, mais les monstres c'est les gens, mais il raconte l'histoire d'un type qui fait croire qu'il va te montrer des monstres, qui fait même un monstre en trucage à un moment, et qui à cause de ça entraîne sa propre chute. Et je sais pas, je trouve ça vachement intéressant en fait de le voir faire ça. J'ai l'impression qu'il est en doute, et je me dis peut-être que parfois les maladresses de narration elles viennent aussi de là. Peut-être que en adaptant ce truc-là, il voulait parler de quelque chose de profond, enfin de vraiment intime pour lui. Il était au-delà de l'histoire, et que le fait d'être dans cette introspection psychologique, en plus la psychologie c'est hyper présent dans le film, et ça l'a rendu un petit peu fébrile, quoi. Et mais c'est pour ça que je suis très intéressé par le film, mais en même temps je suis assez déçu en termes juste de plaisir cinématographique pur, même si le film reste très beau visuellement et qu'il y a plein de thématiques que je trouve intéressantes, mais un peu perdu, comme par exemple le bébé Enoch, je sais pas trop ce qu'il fout là, enfin il y a plein de trucs. Il y a de la symbolique. Il y a plein de symboliques un peu perdues. Après il va grandir et faire du rap, attention. Ça va devenir un roi. Devenir un roi. On a des guns. Au Québec. Bande de putes ça. Voilà. C'est une espèce de gros fourre-tout. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui m'a gêné, c'est le lissage hollywoodien du truc, tu vois. C'est que ça aurait pu du coup être un film hyper personnel, sauf que je l'ai pas senti. J'ai trouvé que c'était hollywoodien. Disney, Mickey House. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de penser à la Fox. Ouais, effectivement, c'est que c'est un peu plus gore que La Forme de l'eau. Mais en vrai, par rapport à du Del Toro, c'est quand même très aseptisé. Alors que, voilà, on est dans une foire et tout, ça aurait pu être beaucoup plus crasseux. Il aurait pu Après, il a jamais été dans le gore. Enfin, il a fait des scènes plus gore, mais il a jamais été. C'est dérangeant en général. Tu vois, le labyrinthe de Pan, c'est quand même. Il a jamais été. Ouais, bien sûr, mais il a jamais été dans le gore frontal. Mais par exemple, tu vois, moi, je trouve que les comment ils appellent les geeks là. Ouais. Les crétins, les crétins crétins en français, même si c'est pas spécialement gore visuellement, je sais pas, je trouve que l'idée est violente, quoi. Ouais, et que ça marche quand même. Mais c'est intéressant ton analyse, j'aime beaucoup pour le coup, parce que c'est vrai que vu sous cet angle-là, le film devient intéressant. Vraiment. Mais en fait, moi, je pense que c'est un film qui va quand même être intéressant à analyser, et plus j'y repense après coup, en fait, je suis un peu déçue en sortant de la salle de ciné, mais en entendant même d'autres critiques en podcast ou en lisant, ou même en entendant l'avis de Kevin, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes derrière, et j'ai pas trop l'impression qu'il ait lissé le film. J'ai plus au contraire l'impression que oui, c'est peut-être très personnel ce choix d'adapter cette histoire-là, et qu'en fait, il y a plein de choses qui ne nous passent pas bien
qu'il aurait voulu faire passer mais qui ne passe pas je bien, pense pas et peut-être qu'il ait même lissé plein le de film, hein. Je références. pense que lui, il voulait faire un film personnel, Ouais. mais je sens un peu la Fox. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je pense sais qu'au pas. contraire, c'est un film assez exigeant, en fait, qui mérite d'être analysé et qui n'est pas forcément à notre portée. C'est ça qui est sa faiblesse. Même, apparemment, il y a un article qui a été écrit par un mec sur toutes les références au tarot qu'il peut y avoir Oui. dans le film. Ah, oui. Même au-delà au moment où on lui tire les cartes et qu'on voit bien qu'il y a une position du pendu qui est reproduite en plan Oui. à la fin. Il y a plein de références, apparemment, tout au long du film. Et ça, c'est des trucs qu'on les connaît pas forcément. Mais c'est Donc, un je fourre-tout, pense ouais. qu'il y a des trucs, C'est- lui, c'est il un sait, fourre-tout. mais pas nous. C'est un photo. D'ailleurs, parce que moi, parce que comme je suis fan, j'ai le tarot de Del Toro qu'il a édité. Le Del Taro. Le Delta. Le Del Taro. Tu l'avais. qui est juste là. Parce que sa mère était taromancienne à Del Toro. Mais Ah oui Ah, mais c'est pour ça. Ça, c'est qu'il a- intéressant, oui. je trouve. Ok. Ça, c'est intéressant, je trouve, par rapport à ce que Ouais, dit ouais, le elle film, qui a l'air était- très cartésien quand même. Faut pas oublier quand même que le but premier d'un film, c'est quand même de son public, c'est bien de mettre de la symbolique, mais il faut quand même que ça crève un minimum les yeux pour que on le comprenne, parce que en fait, ça m'énerve un peu de regarder un film qui ne sera apprécié que des personnes qui vont passer 3 heures à le débunker, tu vois. J'avoue que la double lecture, moi, je l'ai pas senti. Je suis assez d'accord, et même par rapport au genre du film noir, je pense qu'en vrai, il y a plus les cinéphiles qui prennent un plaisir à voir comment il s'est emparé du film C'est noir très graphique aussi. que surtout, le Kidam. Enfin voilà. Et aussi le fait que ça soit la thématique du forain, que je trouve intéressante, parce que le cinéma, c'est un art forain, à l'origine. Et c'est ce que tu as d'ailleurs dans Dracula de Coppola, où justement ils vont voir le cinématographe dans une fête foraine. Et pour moi, ça rejoint un peu ce que je disais avant, et pour moi ça corrobore un peu l'idée que j'ai, c'est que le fait qu'il fasse un film en plus qui parle des artifices que tu apprends à la fête foraine, cette espèce de magie, cette espèce de trucage. Moi, je trouve que c'est signifiant quand il fait justement un croquis à un moment d'une fausse chaise électrique où il dit mais de toute façon la roue qui est derrière, on s'en fout, il n'y a pas vraiment de vrai courant qui passe. Pour moi, vraiment, il fait une auto-analyse du cinéma, quoi, de son propre cinéma, et c'est en ça que vraiment le film il est passionnant, quoi. Après, malheureusement, en tant que spectateur, on s'y retrouve pas parce que je trouve qu'en termes de narration, il est pas maîtrisé. Le problème, c'est que je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans le film en lui-même, tous ces éléments-là, notamment la roue et tout, il y a beaucoup de... nous, on n'est pas... Enfin, je veux dire, on les voit un peu plus facilement, peut-être les fusils de Tchekhov que le spectateur qui va au cinéma tous les 4 ans, tu vois. Mais je trouvais que là, c'était vraiment le petit poussé de fusils de Tchekhov, quoi. C'est premier fusil de Tchekhov, deuxième fusil de Tchekhov. Donc, au moment où, normalement, il doit y avoir des révélations, tu sais qu'il y a des choses qui n'ont pas été débunk, et donc, forcément, c'est relié à cet élément-là, ou cet élément-là, cet élément-là. C'était un peu, peut-être, ce côté-là aussi de prendre le spectateur dans le divertissement et dans le jeu qui peine un peu. Mais, trop subtil sur certains côtés et pas assez sur d'autres. Peut-être. Johanna, toi qui as dit douille-douille. Ben, ça rejoint ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a pour moi, il y a un problème d'équilibre dans le film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de symbolique qu'on ne capte pas forcément, mais en même temps, comme on disait, les fusils de Tchekhov sont très gros. Et problème d'équilibre aussi dans la structure, c'est-à-dire qu'il prend son temps au début, ce qui est très cool parce qu'on a le temps de découvrir les personnages. Il prend vraiment son temps dessus sur toute la partie fête foraine. Et le rythme, il est cassé dans la seconde partie. La seconde partie, elle est construite de telle sorte qu'on ne comprend ni les enjeux des personnages individuellement, ni on n'a pas le temps d'avoir de l'empathie pour eux. Donc, au fait, quel que soit ce qui leur arrive, j'ai trouvé, c'était pas très intéressant. Et il y a notamment un fusil de Tchekhov qui est tellement gros qu'on se doute de ce qui va advenir à la fin du film, et ça arrive quand même. Et du coup, le fait d'avoir des bunks ça avance, ça m'a un peu ennuyé, au fait. Vraiment, toute la partie Kate Blanchett, j'ai trouvé ça très long. Et j'ai trouvé que c'était la partie la moins intéressante et la plus longue. Je sais pas si c'est parce que je m'ennuyais que je trouvais ça long, mais j'ai vraiment pas compris pourquoi prendre autant de temps sur ce développement alors qu'on aurait pu prendre du temps sur montrer son succès, quoi. Comme disait Clément, c'est qu'au final il a du succès, mais on le sait que parce que on dit dans le film qu'il a du succès, mais on le voit pas. Ça veut dire qu'il fait des numéros, il y a du monde dans la salle, mais en fait, on le voit pas dépenser son argent, on le voit pas profiter de la vie. En fait, ça va de scène en scène d'arnaque, où il en veut toujours plus en termes d'arnaque, mais concrètement, qu'est-ce qu'il fait avec cette thune et qu'est-ce que ça lui apporte, lui, personnellement, à part le fait qu'on voit qu'il a de l'orgueil, qu'il a de l'ego. Voilà, ça fait que tout l'enchaînement de ça a fait qu'à la fin, j'avais pas d'empathie pour lui, et j'avoue que la scène finale m'a un peu laissé sur une note positive, mais j'avoue que le dernier ça, je pense que c'est voulu. Le dernier quart du film, je me suis bien fait chier. C'est voulu qu'on s'en foute de lui à la fin, en fait, qu'on le prenne pour un connard, parce pour moi il y a un côté fable, il y a un côté parabole un peu. En fait,
sur toute la fin, tout le dernier quart, j'étais pas remonté, mais clairement je me disais bon attends c'est un peu chiant vraiment là. Manif dans le là j'ai cinéma. l'impression, je me suis levé, j'ai jeté mes popcorn à l'écran. Après on m'a demandé de me rasseoir, j'ai dit non. Après on m'a sorti. T'as pas le C'est droit, ça. hein. Et en J'ai plus, regardé, comme mais- dans le dernier quart, il y a des moments de la BA qu'on n'avait pas encore vus, je savais que ça allait arriver. Et du coup, j'arrivais à recoller les morceaux par rapport à la BA. Ça, c'est dur boulot Mais par pour moi, Voilà, quoi. c'est ça. Par contre, c'est vrai que c'est la dernière scène où je me suis un peu calmé. Je me suis dit, en vrai, je veux bien avoir subi cette deuxième partie Pour en arriver là. un peu casse-couille parce qu'elle arrive de nulle part. Si c'est pour en arriver là, ok. C'est même le Ok, dernier j'accepte. plan, je dirais. Ouais. Bah, le dernier plan, ouais. Ouais, c'est ça, parce que bon, tu sais très bien scénaristiquement où ça va. Moi, je veux dire, même si tu n'en es pas douté, je pense que sur les 5 dernières minutes, tu fais le lien avant même que ce soit annoncé. Mais c'est vrai que le dernier plan, il est vraiment ouf. Hein. Bah, c'est là où il y aurait dû avoir une cassure. Où du coup, c'est trop annoncé et du coup, c'est même pas un fusil de Tchekhov, c'est un sniper de Tchekhov. Là, c'est- Ouais, mais, en fait, moi je pense que c'est pas un défaut le fait qu'on prévoit ça depuis le début parce que je suis sûre que c'est assumé. Ils cherchent pas à te surprendre avec ça. Je vois plutôt un côté tragique et genre c'est annoncé. En fait, justement, il te l'annonce et je trouve que ça va pas mal avec le personnage du héros parce que par rapport à ce que tu disais, Johanna, même sur sa richesse supposée, moi, j'ai pas l'impression qu'il soit si riche que ça. De toute façon, j'ai l'impression que c'est même une sorte de faux riche tant que ses numéros marchent. Tu vois, il a l'air de vivre dans une chambre d'hôtel et tout, mais il a pas une fortune en fait derrière. Et je trouve qu'on ressent beaucoup le fait qu'il pourrait tomber à tout moment et qu'il peut retomber justement dans la misère, mais du jour au lendemain. Il y a en quand fait. même un gars qui lui dit je vous ai payé une fortune. Ouais, Oui, mais mais en fait, Et à un il cherche moment, à mais faire je le plus sens- d'argent, je le sens mais pas, en fait. Il dégomme il tout est le attiré minibar par de l'argent. l'hôtel, hein, quand même. Je veux dire, Ouais. il tu est sais combien attiré ça coûte par une l'argent, lunette mais en fait, je trouve intéressant le fait que ça soit un personnage assez tragique parce que justement, il vient de rien, il avait plus rien, il essaye de se refaire, il est attiré par ça, par avoir toujours plus, mais on sent qu'il va tomber et de toute façon, ça nous a été annoncé. Ah oui, et c'est annoncé dès le tu vois, départ. ça fait partie du Oui, genre même du il film. n'a Ouais. pas vu venir le médium, quoi, donc c'est marrant. Ouais. Quoi. Que Moi, ce soit après, annoncé, oui, mais oui. c'est comment Ouais. c'est mis en scène. C'est ça, voilà. Moi, ça me dérange pas qu'on sache dès le début où ça va, mais en effet, dans la façon dont c'est raconté, en fait, je trouve que les films où on t'annonce dès le début ce qui va se passer, faut un sacré tour de force pour maintenir ton intérêt tout le long du film. Et je trouve qu'il y a une trop grosse partie où on perd l'intérêt. Mais après, en y réfléchissant, je veux dire, La Forme de l'eau, c'était pas non plus un scénario de fou furieux, mais c'était juste que c'était ultra poétique. C'était un film qui faisait valser les émotions, qui en plus c'était un peu Abel et la Bête des temps modernes, quoi, qui rendait beaucoup hommage aux films noirs comme celui-là, avec des créatures lagon noir, là, je sais pas quoi là. Enfin bon, bref, c'était, il y avait aussi, tout ça était bien arrangé, bien agrémenté et tout, mais pourtant le scénario. de La Non, Forme si de le l'eau, scénario c'est était pas- quand même au-dessus parce que Ah les ouais, moi, je personnages trouve étaient aussi. bien mieux écrits, tu Ouais. vois. Ne serait-ce que tu penses à Richard Jenkins, Oui, mais tu si je penses le pitch, à c'est pas- c'est pas non le plus méchant. fou, quoi. Ou même Pacific Rim, Non, c'est mais quand même des robots. attends, qui il n'y a tapent pas sur des besoin monstres. d'histoire compliquée pour faire un très bon Ah ouais, scénario, ça, je tu suis vois. d'accord. C'est C'est pas ce que que justement ça. je suis en train de c'est- dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que, mais c'est aussi Oui, dans le mais- sens C'est juste où que tu l'intrigue peux- est simple. C'est juste que tu peux avoir aussi un scénario simple, mais qui peut être vachement. Enfin, le film Oui. peut avoir une toute autre comment dire, ampleur par rapport à comment tu le filmes, par rapport à comment tu réfléchis tes décors, tes Bah, personnages. disons que je trouve que d'habitude il a plus un propos qui est clair. En fait, il fait un film, il sait de quoi il va parler. Que ça soit La Forme de l'eau, Les Chines du Diable ou tous les autres films qu'il a pu faire avant, il avait un propos, il avait une intrigue qui avait un milieu, un début, une fin. Il y allait, il savait. Là, j'ai l'impression que il a essayé de bourrer plein de trucs. Et c'est la première fois que je le vois faire ça, essayer de bourrer plein de trucs. Et du coup, il a mis trop de trucs sans vraiment savoir où il voulait aller, j'ai l'impression. Ouais. Et ce qui fait que voilà, c'est un peu bancal. 2h30, Mais le ce qui est film. marrant, c'est que Crimson Peak avait pas trop été aimé Ah. et pour le coup, ça non mais ça C'est très bien, rejoint. Crimson Non, je vais pas à tout prix défendre Crimson Peak, mais je trouve que c'est intéressant parce que Crimson Peak est un autre exemple de scénario qu'il a fait où il y a un peu un effet twist et un effet qui veut aller plus loin qu'un truc assez simple comme La Forme de l'eau, un truc où il essayait de prendre des détours et de nous surprendre. Et finalement, il y a plein de gens qui n'ont pas adhéré à ça et qui ont trouvé même que ça se cassait la gueule en fait l'histoire. Sur ça, je suis pas d'accord. Mais ce qui est marrant, c'est que quand j'étais sortie de Crimson Peak à l'époque que j'avais vu au ciné, j'avais pas plus aimé que ça au départ. Et c'est vraiment en le revoyant, c'est vraiment en lisant des trucs sur l'intention qu'il avait eue et ce qu'il avait voulu y mettre et en voyant le making-of et tout, que j'ai vraiment adoré ce film. Donc c'est pour ça que je continue de croire que peut-être celui-là, c'est pareil, avec les intentions derrière, mais encore une fois, ça n'enlève pas le fait que effectivement ça ne passe pas. Le propos, il est pas clair de Je base. trouve qu'il y a un manque Mais d'émotion dû au jeu, un peu, d'acteurs. C'est que et Bradley Cooper et Kate Blanchett, ils font le taf, c'est des excellents acteurs, mais il n'y a pas un moment donné où je me suis dit waouh.
Enfin, où ça m'a touché en fait, dans le mal ou dans la psychologie ou dans le sombre et tout. Je trouve que c'est quand même. C'est pour ça que je parlais d'un lissage, c'est que ouais, ça se regarde et tout. C'est mieux que 90% des films hollywoodiens qui ont ce budget-là, mais voilà, moi il m'a manqué un truc. Il m'a manqué un moment, il m'a manqué. Alors qu'au début, en fait, ils cherchent pas à creuser et ça marche beaucoup mieux. Parce que tu vois, il y a un truc dont je me rappelle, c'est le fait que Bradley Cooper met 5 minutes avant de parler. Tu vois, enfin 5 minutes, 15 minutes. Au moins 10 même. Hein. Ouais. Et en fait, au moment où il parle, je suis déçu. Je fais c'est pour ça que tu parles. Moi, je m'attendais à ce qu'il étrange pour un truc. Il y a une symétrie qui est marrante entre le début du film et la fin du film où en fait le mutisme de Bradley Cooper. Et puis d'un coup, il se met à trop parler. Et puis t'es là, genre waouh. Arrête de parler. Ouais. T'es mentaliste ou marionnette? Coupé Bradley. Marionnette. Bah après moi je laisse le bénéfice du tout au film dans le sens où je l'ai vu il y a à peine 6 heures, tu vois, donc faut que ça prenne aussi le temps de digérer et tout. Je pense que vous, Johanna, Clément, c'est pareil. C'est très récent. Vous l'avez vu là aujourd'hui, au moment où on enregistre. Ils sont en train de le regarder sur l'iPhone là. Ça triche. Attends, je suis à la scène incroyable. finale. Après, en tout cas, ce qui est sûr, je pense que reste pas une perte de temps de le voir. Ah non, c'est pas un mauvais film. C'est à voir. C'est à voir. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette que beaucoup de journalistes l'ont vu. Ah bon? Et qu'ils ont pas mal écrit d'articles dessus aussi. Mais alors, par contre, ils vont nous dire s'ils ont perdu du temps ou pas. Voilà quoi. C'est la revue de presse de Kevin. Revue de presse. La 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 revue de presse. Comme son nom l'indique, on est parti piocher. Enfin, Kevin surtout est parti piocher les petits articles qui parlent de Nightmare Alley. Où est-ce qu'ils se situent les gens? C'est du mitigé, c'est du bon, c'est du pas bon? C'est quoi cette cuvée Del Toro? Alors, c'est globalement bien reçu quand même comme film. Sur Rotten Tomatoes, on est à 80%. Sur Metacritic, ils sont jamais contents, ils ont mis 69, c'est pas énorme. Et sur le ciné, on est à 3,8. Donc c'est quand même des bonnes notes. Carrément bien. Il est moins bien noté que Spider-Man. Oui, bah ça vous fait mal ou pas? Ça, c'est un mystère insoluble. Beaucoup de choses me font mal au cœur quand on compare les films d'aujourd'hui à Spider-Man. Spider-Merde. Ça m'énerve. Je vais commencer avec l'avis du journal du geek. Nightmare Alley allie les codes du fantasme. Attends, le journal du crétin. Oui, justement, j'ai pris exprès. Journal du geek avec un peu de whisky et de l'opium. Nightmare Alley allie les codes du fantastique à ceux du film noir pour mettre en scène la monstruosité avec un grand M. Un freak show grinçant qui porte un regard cynique sur le genre humain et qui dresse le tableau d'une société des croyances, des thématiques très contemporaines qui permettent à la narration de s'offrir quelques élans de modernité. Ça veut dire quoi, ça, qui se permettent à la narration de s'offrir des élans de modernité? Ça, j'ai pas compris l'histoire de la Par rapport modernité. au film d'avant qui date de 40 et quelques, là Ouais, peut-être parce qu'il y a plus de femmes un peu. Plus de couleurs vu qu'il était en noir et blanc. Pour l'anecdote, le film original de 47, je crois, un truc comme ça, est disponible sur YouTube. Le charlatan. Je pense de façon illégale, mais après, tu me diras, ça fait plus de 70 ans. Donc, peut-être que c'est. Mais il est dans le domaine public et du coup, il est sur YouTube. Je suis allé pointer un peu dans le film. C'est vrai que ça ressemble beaucoup, mais par contre, les femmes n'ont pas une grosse position. Tu m'as fait peur. J'ai eu très très peur. D'accord. En même temps, elles n'ont pas non plus une grosse position de ouf dans celui-là. Dans celui-là non plus. Dans celui-là non plus, elles n'ont pas une position. Après, tu peux pas faire n'importe quoi avec l'œuvre tu d'origine. sens qu'il a essayé de faire un petit truc qui a un peu des girl power, tu vois, mais c'est très mal fait. Et genre, il en a mis 3 alors qu'on a qu'une dans le. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Bien joué. J'ai pas tout compris. Ok, d'accord. What's next? Closer. Exclusif. Bradley Cooper trompe Rooney Mara avec Kate Blanchett sous l'impulsion de Guillermo del Toro. On va lancer une nouvelle rubrique. Mytho ou pas mytho? C'était pour Closer. Écran large. Joaquin Phoenix en rage. Lady Gaga intervient. Écran large. En refusant le surnaturel pour se consacrer au noir, le réalisateur de L'Échine du Diable aurait-il abandonné ses monstres chéris? Le premier acte répond par la négative à cette question. Del Toro est persuadé que le noir et l'horreur partagent les mêmes zones d'ombre. Parfois décrit comme un rebondissement ou pire une parenthèse anecdotique dans sa filmographie, Nightmare Alley s'y insère en fait très bien lorsqu'il mêle, désentrelace, puis réunit ces deux références. Quel lyrisme. Critique Quel lyrisme. Bien sûr convenu, mais en fait, enjaillé. Je sais pas, c'est pas une critique engagée, ça. Ouais, c'est un peu normand. Ça mêle des entrelaces puis réunit. Il y a pas grand monde qui a. C'est bien, puis peut-être Mac, non. Beaucoup de mots contre triple, mais pas d'engagement. C'est vrai que après, les gens se mouillent pas trop non plus. C'est très libé. Contrairement à la forme de l'eau. C'est la forme de l'eau. J'en peux plus. C'est que le début. Libé. Au fond.
au fond. Nightmare Alley révèle peut-être ce qu'on avait toujours rêvé de voir Del Toro faire, avec la vitalité créatrice qui est la sienne, pour atteindre l'osmose entre la grosse machinerie et le fétichisme formel, au-delà du standard Disney pour adultes. Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup été accusé de faire du Disney pour adultes, Del Toro, pendant longtemps. Avec quoi? Avec Labyrinthe de Pan, avec... C'est beaucoup plus C'est glauque que le du- Labyrinthe de c'est-à-dire Pan. que- Alice je au vois Pays pas des le rapport. Merveilles, tu veux dire? C'est ça la comparaison avec Disney? Je comprends pas en fait. Ben, mais parce que c'était... pas lui qui l'a dit, Parce que c'est pas moi qui le dis. Hein. Ah, je sais, mais Hellboy. bon, c'est toi, Hellboy. c'est toi qui rapporte. Kevin écoute, répond pour tout le monde, Il ok? m'accuse. C'est ça être médiateur. Parce qu'il faisait des contes de fées qui étaient des contes noirs et que le conte de fées était traditionnellement Ok, rattaché à oui. Disney. Voilà, quoi. Hellboy, c'est Pinocchio pour les adultes. Oh. C'est pas son équipe, Non mais attends, c'est les mais si, cornes. hein. Pinocchio d'ailleurs, si vous avez pas vu. un Hellboy petit 2 chef-d'œuvre, teaser, hein, j'ai qui est pas honte de le sorti. dire. Décembre 2022, le Pinocchio de Del Toro. Très bien, En Hellboy film 2. d'animation. C'est vrai. Ouais. Ce sera peut-être Netflix. Netflix, du coup, bien. Pour Petit le, canapé, le N. petite bière, au calme quoi. Au KLM Voilà. hein. Toi, tu regardes Pinocchio avec une bière. Non, avec mon petit canif et un petit bout de bois. Hop, clac, je fais des pieux pour les vampires de Blade. Tout se rejoint. Tout est lié. Allez, j'enchaîne avec première. Passer des quiz des chapiteaux poussiéreux au beau milieu des grands hôtels et des salons chics des hyper riches, le 10 heures de bonne aventure se fait agent de mauvais augure. L'échec fracassant du film au box-office US, parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le film, Ah ouais, ça a pas marché les films se plantent totalement. On est la conséquence directe et la suprême ironie. Confronté à l'écran miroir, il est sans doute plus facile pour le grand public d'aller se promener de l'autre côté que de faire face à la nature humaine dans ce qu'elle a de plus vertigineux. Dans Nightmare Alley, on la retrouve telle que l'a toujours révélé le film noir, un gouffre sans fond, un tunnel sans issue et sans la moindre lumière au bout. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est peut-être le film le plus noir qu'il ait fait, je trouve. Ouais, par contre, c'est vrai que ça me fait penser à des scènes, bon, sans spoiler, mais il y a des Dans la scènes morale, hein. de conséquences de ce que fait cet arnaqueur Ouais. qui sont hyper violentes aussi, C'est vrai. hyper dures. Le Avec- karma. Avec le labyrinthe de Pan qui a une fin très noire aussi, mais... T'as Claude Lelouch devant Nightmare Alley. What the fuck? Ouais, non, mais Nightmare Alley elle fait Parce que là, je regarde le box-office du coup sur internet. ne lecture marche de pas. Romain du Il ne box-office. fonctionne point. Les gens ne vont pas le voir. Et Martin Scorsese veut que vous alliez voir Nightmare Alley. Et Oui, que j'ai vous vu brûliez passer ça. Spider-Man. Mais Ouais, non, c'est moi qui ai rajouté brûler J'ai Spider-Man. fait les deux. mais Martin Scorsese a souvent raison. C'est Je vrai. me disais, Martin attends. Scorsese ne pratique pas le BMC, enfin. Le BMC, hein, ça c'est. PMC. Qu'est-ce que ça veut dire BMC? Je sais pas, faudra demander à William. Bon, qui a pas aimé dans la presse là? Allez, dis-nous Les un cahiers peu du des cinéma. trucs un peu brûlants là. Qu'est-ce qu'ils Les ont cahiers il y du a cinéma, un ils ont public de pas dire ce qu'ils aimé. ont aimé dans le monde. Non, mais il y a personne qui a vraiment pas aimé. Tu vois, c'est les cahiers du cinéma, ils ont dit que le cinéma était mort. Enfin, c'est Godard qui a écrit l'article. Les cahiers du cinéma. Le film semble alors faire le site semble faire le commentaire de son propre excès. L'escroquerie doit être de plus en plus grande et lourde de conséquences. Le risque pour le magicien comme le cinéaste est de devenir à son tour un pantin de l'industrie qu'il voulait conquérir. C'est pas gentil. Oui. Non, c'est pas très gentil. C'est pas gentil. Ouais. Mais ils ont jamais été vraiment très gentils. Oui, c'est ça. En fait, Ouais, c'est gentil c'est dans pas- leur manière de. Ils devraient aller de voir pas avec être Kate gentils, Blanchett. un Mais ils le psychologue. disent avec des formules en poulet. Ils sont Et passifs-agressifs. ils ont été beaucoup plus agressifs que ça. Ouais, des formules en poulet, mais ça reste pas des lumières, si tu me permets ce bon mot. Je remets un 5 sur 10 sur la critique. Critique de critique, faut vraiment qu'on le fasse. Allez, Critique j'enchaîne de avec La Croix. Jésus désapprouve ce film, c'est faux. Mais après, ils ont fait une vraie critique que je lis. Malgré sa sincère dimension personnelle, cette fable âpre sur le poids des déterminismes sociaux est alourdie par un dénouement inutilement long et grandiloquent qui aurait mérité un coup de baguette magique au montage. Alors ça, je suis totalement d'accord. Mais on en parlera en micro parce que ça spoil. Est-ce le montage? C'est ça? Moi, je trouve Est-ce pas trop le l'écriture? montage, Non, en fait. Pour moi, enfin, le film doit se finir avant, donc je suis d'accord sur le montage. Après, il faut quand même que je dise une chose, c'est que j'avais énormément peur, entre guillemets, hein, d'aller voir ce film parce que 2h20, je me suis dit... Oh, on est d'accord. En vrai, j'adore Guillermo del Toro, mais c'était juste 2h20, là j'avais des choses à faire et tout, j'étais en mode bon. Mais au final, je les ai pas tant vus passer que ça, à part sur la deuxième partie si, du film moi, en vrai. ouais. Hein. Donc c'était plus... Putain, moi, au milieu de la deuxième partie du film, je me suis dit, mais ça fait 4 heures que je suis là. Ah ouais. En plus, pour une fois, j'étais pas à Châtelet, donc du coup, j'étais dans un cinéma silencieux. Donc, du coup... Putain, le temps est passé à une fermer leur gueule, d'une les gens. lenteur, mais alors que d'habitude, tu sais, il y a un peu des trucs qui me Un peu d'animation. des événements. qui me divertissent quoi. Oui, il y a la des séance. petits happenings. non, Voilà, alors. c'est ça. Je trouve que ça va, tu ressens moins les 2h30 que devant Spider-Man qui est C'est une vrai. souffrance absolue. C'est absolument d'accord. Je suis absolument d'accord. Euh, Spider-Man prend cher. Nous n'avons pas aimé ce film. 6ème au box-office. Nous avons Quelle détesté merde. ce film. Ouais. Allez, je conclus avec l'Obs. C'est plus le nouvel observateur, maintenant c'est l'Obs, c'est Oui, fini. ça fait Cette longtemps. époque. Ouais, Je parce sais. que ça fait longtemps qu'il est nouveau, du coup maintenant c'est. Maintenant il est plus nouveau. Ouais.
Voilà. Le réalisateur du Labyrinthe de Pan raconte une Amérique malade de ses pairs, du mensonge et de la cupidité avec une foi dans le genre qui fait plaisir à voir. C'est ambitieux, léché, trop. Tant les enjeux ont du mal à maintenir la tension et les aspérités à percer la surface de ce long film dont le style ripolliné flirte avec le pastiche. Ripolliné ? Ouais. Avec le pastis. Ripolin, c'est la peinture, non? Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'excès de vernis ou de la peinture. Allez, je regarde. Ripolin, c'est une marque de... L'excès de joliesse menaçait déjà la forme de l'eau, qui avait pour prétexte d'être un conte. Avec Nightmare Alley, Del Toro creuse son projet hollywoodien d'anoblir la matière pulp, de rendre oscarisable la série B, au risque d'en éventer le goût. Eh bien, je suis d'accord. J'ai une question. C'est possible d'écrire une critique avec des sujets-verbes compléments Les journalistes cinéma sont des intellectuels. Non, mais c'est D'ailleurs, ripolliner, on en apprend tous les jours. Hein. Ripolliner vient du verbe ripolliner, tout simplement. Qui veut dire donner à quelque chose l'apparence souvent trompeuse du neuf. Exemple, une chaîne de télé qui ripolline son image. Ah, comme TF1. Comme CNews. Comme pratiquement non, toutes les c'est news, chaînes. non, elle a surannisé. Elle a dérépollinisé. Elle a surannisé, les fins bah inverses. voilà, ripolliner. Tu savais pas ça, Clémence, hein? Non. Eh ben, toc. Tu connaissais pas le mot ripolliner, hein? On en apprend tous les jours. Yes. Et ben voilà pour tout. Et ben on réutilisera voilà, pas c'est ce tout, mot. pardon. Et ben, j'étais plus d'accord avec la deuxième partie des critiques, pour le coup. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai compris ce que tu voulais Oui, dire. plus Mais t'avais plus aimé la première partie du film. Du coup, ça se complète. Du coup, le film est un chef-d'œuvre. C'est un génie. Bravo. La plus de logique dans ce podcast. Bon, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, sur ces belles critiques, merci Kevin. Je pense qu'il est déjà temps pour nous de nous dire au revoir. Au revoir. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour de Nightmare Alley de Guillermo del Toro. On le dira jamais assez, mais faites-vous vous-même votre propre avis. Hein. Nous ne sommes pas des sciences. Pour les avis, comme vous avez pu le remarquer, il peut y avoir à boire et à manger. Pour les avis. D'ailleurs, à boire et à manger, moi j'ai faim, j'ai soif, Allez. j'ai envie d'aller au bistrot du coin, j'ai envie de me faire plaisir. On se fait une tablée? On va se faire une tablée, là on va parler de la BA. Planche de fromage pour raconter un peu les coulisses de Feta BA. Voilà, c'est que nous on enregistre le match retour et ensuite on passe sur la BA de la semaine qui sera Adieu Paris. Adieu Paris. De Robert, d'Edouard Baird et donc ça donne très faim, une baie qui est très faim et qui va nous donner du coup l'occasion de partager un festin autour des micros. De manger de la mousse de canard. Et on vous donnera, voilà, on match retournera tout ça autour des micros, nous, dès la semaine prochaine pour le prochain match retour. Et bah c'était cool, Nightmare Alley, enfin de discuter de Nightmare Alley avec vous. Faites-vous votre avis. Hein. Allez le voir. Allez le voir, ça reste très beau. Puis ça fera plaisir à Guillermo, ça fait toujours plaisir de lui faire plaisir. On peut dire qu'il y a à boire et à manger. Oui, j'ai pas compris. Comme dans la prochaine BA. Oui. Et regardez le tab sur Bradley Cooper, il est très intéressant. Ouais, sur Tales from the Crypt, ouais, très cool. Très cool, j'ai appris plein de trucs. Bah écoutez, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram. Et si vous voulez écouter d'autres matchs retour ou d'autres épisodes BA qui sont juste à côté, toujours, et ben c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Des bisous, à bientôt. Bisous. Allez, bisous. Ciao, ciao. Arrivederci. 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 Arrivederci.